Salut tout le monde! Pour fêter les 10 000 abonnés, je vous avais dit, on fait une petite vidéo questions-réponses. J'ai reçu plus de 50 réponses, donc plus de 50 questions plutôt. Donc c'est cool, on va répondre à tout ça. On va essayer de faire une vidéo un peu rapide et puis avec j'espère quelques petites infos pour vous. Au début, je vais répondre aux questions un peu plus sérieuses et à la fin, je vais faire un speed questions-réponses où il y aura la question et une réponse en un ou deux mots si possible. Allez, c'est parti! Alors, première question, depuis combien de temps tu pratiques la photo? De quelle façon as-tu appris? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de commencer la photo? Donc voilà, on a celle-là qui dit pourquoi tu décides de faire des vidéos. Comment est venue ta passion pour la photo? Avec quel appareil? Pourquoi tu as décidé de te lancer sur YouTube? Est-ce que tu en as parlé à ta famille et tes amis? Comment ils ont réagi en voyant les photos et les vidéos? Quand as-tu commencé la photo? Voilà. Donc avec toutes ces questions-là, tout simplement j'ai commencé la photo assez sérieusement, on va dire, il y a 2 ans et demi, donc à partir du mois de décembre 2012. Avant, j'avais juste fait de la vidéo à la GoPro, en fait, juste pour filmer des petits voyages. Et j'ai fait, donc en fait, j'ai commencé d'abord par la vidéo, j'ai fait des petits montages, des trucs comme ça. Et ensuite, je me suis intéressé du coup à l'image qu'il y avait derrière. Et je me suis rendu compte que la photo était vraiment un domaine très très chouette. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a 6, 7, 8, 10 ans, j'étais vraiment totalement réfractaire à la photo, mais du genre à un peu pester contre tous ces touristes qui, dès qu'ils arrivent à un endroit touristique, sortent leur appareil photo plutôt que de profiter de l'endroit. Donc je voulais vraiment jamais toucher un appareil photo, je voulais jamais être sur une photo. Enfin voilà. Donc ça a bien changé. Et donc ça fait à peu près 2 ans et demi que je m'y suis mis. Et puis voilà, c'est super cool. Et puis ça me plaît toujours autant et il y a encore des millions de choses à apprendre, donc c'est vraiment super. Pourquoi ensuite avoir décidé de faire des vidéos sur YouTube? C'était pas vraiment un plan en fait au départ, c'est juste que je cherchais à apprendre des techniques de photo. Et donc je cherchais un petit peu à la manière de ce qui se fait dans l'entrepreneuriat, des blogs de personnes qui disent bah voilà, depuis le jour 1, voilà comment ça a progressé dans ma pratique photo. Les petites astuces que j'ai appris au fur et à mesure, et j'ai pas trouvé ça, donc je me suis dit que j'allais le faire moi-même pour essayer d'aider les autres personnes qui voulaient démarrer la photo. Tout simplement, parce que c'est vrai que apprendre, pour moi en tout cas, quand on est débutant, apprendre la photo avec un professionnel qui fait ça depuis 20 ans pour gagner de l'argent avec des clients, etc., c'est un petit peu comme si on passait son permis de conduire avec Michael Schumacher. Il y a des... Enfin, cela dit, en ce moment, Michael Schumacher, il n'est pas forcément au top, mais avec un pilote de Formule 1. Certes, il va avoir toute l'expertise qu'il faut, etc., mais il va y avoir des moments où il va y avoir des considérations qui vont pas être les mêmes que les vôtres. Et je pense que là, du coup, le point de vue de l'amateur ou de la personne qui débute la photo permet justement d'avoir une espèce d'association d'idées. On est un petit peu sur la même longueur d'onde en fait sur ces choses-là, donc c'est un bon complément, je pense, au savoir des pros. Et donc, du coup, j'ai lancé cette chaîne YouTube. Au départ, je me disais, si ça peut permettre à une dizaine de personnes de trouver un petit peu d'aide, bah, tant mieux. Et puis, en fait, ça a décollé beaucoup plus que ce que je l'espérais. Et puis, du coup, ça commence à devenir quelque chose de vraiment intéressant. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à moi-même me dire que j'allais mettre un petit générique, faire les choses un petit peu plus organisées. Euh, à essayer de sortir des vidéos régulièrement, une par semaine, etc. Et donc au départ c'était vraiment mes petites découvertes, mes petits tests que je partageais avec vous. Et là ça devient de plus en plus un prétexte en fait pour aller découvrir des nouvelles techniques photo, essayer des nouvelles choses. Et donc c'est vraiment super cool quoi. Voilà. Ensuite, est-ce que j'en ai parlé à ma famille, mes amis et tout ça? Au début, pas du tout. Justement, en fait, si vous voulez, si l'idée de départ c'était de construire une chaîne YouTube, d'en faire parler d'avoir un maximum d'abonnés, etc. J'en aurais parlé à mes proches et tout parce que c'est un bon moyen quand on démarre de commencer à avoir des vues, des likes, des choses comme ça pour que le mot se passe. Mais c'était vraiment pas du tout l'idée de départ. Et au contraire, c'était quelque chose que je voulais plutôt garder pour moi et surtout, j'avais envie de voir si ça fonctionnait pour des personnes qui ne me connaissent pas parce que c'est un petit peu toujours facile quand on fait un financement participatif, quand on démarre une chaîne YouTube, quand on monte des photos sur sa page Facebook. Les avis des proches et de la famille sont très souvent très élogieux parce que ils ont une connexion émotionnelle avec nous et donc ils vont dire ouais, c'est super, c'est génial, etc. Et donc du coup on n'a pas un vrai retour en fait finalement. Donc j'avais envie vraiment de les laisser complètement de côté, de pas leur dire. Et puis ils ont enfin, plus ou moins tous découvert au fur et à mesure. Euh, un jour peut-être en recherchant
en recherchant un truc par rapport à moi sur Google, je sais pas quoi, ils sont tombés dessus, ils en ont parlé entre eux, et puis voilà, maintenant la plupart des gens de ma famille le savent, et encore pas tous, mais voilà, ça me va très bien comme ça. Aussi, autre petite chose, notamment pour Laurie qui pose la question, parce que je sais que tu te lances sur YouTube aussi, moi je pense que c'est moins intimidant pour les inconnus de venir laisser des messages, des commentaires et tout, quand il n'y a pas déjà 12 commentaires de ah super petit frère, salut petite sœur, voilà ce que t'as fait, j'adore trop trop, on se revoit au barbecue dimanche. S'il n'y a pas ce genre de message-là, je pense que c'est plus facile pour des inconnus, ils n'ont pas l'impression de rentrer dans un cercle familial, un cercle fermé d'amis, etc. Et donc je pense que c'est plus engageant. Voilà, ils n'ont pas l'impression de venir déranger en fait. Donc je pense qu'au départ, c'est peut-être pas mal de laisser la famille et les amis de côté. Ensuite, comptes-tu passer au plein format? Quel est le boîtier de tes rêves? À quand un nouveau boîtier? Du nouveau matos? À quand le grand réflexe? Penses-tu un jour passer au plein format? Donc c'est vraiment un truc qui vous obsède. Premier objectif de série L, c'est pour quand? Prévois-tu d'acheter un autre boîtier? Des futurs plus ou moins gros achats de prévus? Donc la question du boîtier. Alors pour être tout à fait honnête, je suis encore super content de mon 70D. J'étais déjà très content avec mon 1100D, je suis passé sur le 70D surtout pour la vidéo. Mais bon, il y a quelques petites choses en plus qui me plaisent bien et je commence à bien manier les boutons et tout, donc c'est un peu plus rapide à manier qu'un 1100D. Mais honnêtement, je suis toujours super content de mes photos, donc j'ai pas vraiment envie de changer de boîtier pour l'instant et j'ai encore plein de choses à apprendre avec. La question du plein format, c'est une vraie question qui se pose. Ce qui me gêne moi avec le plein format, c'est que vous le savez, je fais surtout de la photo pour aller en balade, en rando et tout ça, et qu'on compte le poids, on compte l'encombrement et tout ça, et du plein format, ça veut dire probablement des plus gros boîtiers, des plus gros objectifs. Si on veut avoir le niveau de zoom par exemple d'un 55-250 avec un plein format, il faut un plus gros objectif, etc. Donc, et puis ça veut dire aussi racheter tout le matos, tous les objectifs et tout. Donc j'attends en fait vraiment de trouver le boîtier parfait pour peut-être à ce moment-là passer au plein format, parce que c'est vrai qu'en plein format on a une meilleure définition des photos, notamment en grand angle on a des objectifs qui sont de bien meilleure qualité que les ultra grand angle qu'on a sur les APS-C. Donc ça pourrait être éventuellement une option, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé l'appareil parfait. En fait pour moi l'appareil parfait ce serait un appareil sans miroir, un peu comme ce que font les Sony, ils ont des pleins formats, les Alpha 7 qui sont sans miroir, donc le boîtier en lui-même est pas très grand, pas très épais, pas très lourd. Par contre, le souci, c'est qu'on doit toujours mettre des objectifs plein format dessus, et c'est toujours des gros machins super lourds. Et donc, quelque part, je trouve qu'on perd un peu l'intérêt d'avoir un boîtier léger si on doit foutre un objectif qui fait 1 kg par-dessus. Donc, si jamais un jour il y avait un combo avec un appareil de ce type-là et un petit objectif ultra grand angle vraiment léger, voire peut-être un téléobjectif qui ouvre vraiment pas grand, je préférerais à la limite un téléobjectif qui ouvre à, j'en sais rien moi, f6, f8, un truc comme ça, mais qui soit petit et léger, qui irait sur un plein format, et là j'aurais peut-être un kit sympa justement pour la rando, et là peut-être que j'achèterai à ce moment-là. Mais pour l'instant on n'en est pas encore là, et je vous dis, je suis encore vraiment très satisfait de la qualité des photos que j'ai avec le 70D. Autre truc, c'est que bon, je suis en train un peu de tester ça, mais maintenant qu'on peut faire des panoramas dans Lightroom, qu'on peut faire du HDR dans Lightroom, je vais tester un peu, et évidemment ça se restreint à certains types de scènes, notamment celles où il n'y a pas de mouvement, mais pour les paysages, il n'y a pas souvent du mouvement justement. Si ça permet de gérer du panorama vraiment très très bien, à la limite on pourrait partir avec un compact qui shoot en RAW, même si c'est avec un capteur Rikiki, et prendre un panorama, même en rafale par exemple, on pourrait faire hop, et puis ensuite on importe les photos dans Lightroom, ça fait un panorama, et boum, on a une photo de 50 mégapixels, super définie, avec une super définition et tout ça. On pourrait faire la même chose en HDR et avoir du coup une plage dynamique énorme, et du coup on perdrait très rapidement l'intérêt d'un capteur plein format, l'intérêt d'un capteur avec une technologie qui permet une grande plage dynamique, parce qu'on pourrait tout faire en post-production. Et donc si ça se trouve, peut-être que le prochain appareil que j'achèterai, ce sera un petit compact avec une lentille toute bête dessus, parce que ça permettrait de voyager léger et de pas s'encombrer de tout ce matos là. Voilà, on verra bien si Lightroom permet justement de faire ce genre de choses là, qui paraît assez prometteur quand même. Donc, futurs achats prévus.
Pas pour l'instant, mais on va parler un petit peu des objectifs après, donc peut-être un peu quand même. Mais en tout cas, pour les boîtiers, pour l'instant, à part s'il y a un compact vraiment sympa qui sort, pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Donc on va parler des objectifs, et notamment, peux-tu nous faire un cours sur les objectifs avec les différentes marques et les abréviations pour savoir à quoi ça correspond? Alors, c'est effectivement pas une mauvaise idée. Je pense pas vraiment que je ferai un cours parce que ce serait un peu ennuyeux, ou une photo ou un tuto. Par contre, si jamais, enfin, quand on mettra en route le site Mon Petit Réflexe, probablement monpetitréflexe.fr, à ce moment-là, certainement qu'on fera une page entière avec toutes les abréviations, parce que rien qu'un truc tout bête, mais les stabilisations optiques, chaque marque a déposé son nom, donc IS pour Canon Image Stabilization, VC pour Tamron Vibration Control, enfin toutes les marques ont un nom différent pour la même chose, donc c'est un peu stupide. En plus maintenant il y a de la stabilisation à l'intérieur du boîtier, enfin bon. Donc ça pourrait être pas mal effectivement d'avoir un petit lexique, et on mettrait peut-être ça sur le site, sur une page sur le site internet. Que penses-tu des objectifs Tamron? Leur gamme est complète et pas trop chère, j'en possède moi-même 3, j'en suis satisfait. Donc on va parler un peu des objectifs. Tamron et Sigma, c'est des super alternatives en ce moment. Il y a 4, 5, 6 ans, donc les anciens étaient vraiment réputés pour avoir une mauvaise qualité par rapport au Canon et au Nikon. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont vraiment à qualité égale, voire meilleure pour certains, tant chez Sigma que chez Tamron. Alors, ils sortent quand même de temps en temps des objectifs qui n'ont pas le même niveau d'exigence que chez Canon ou Nikon. Disons, Canon et Nikon, quand ils vont sortir un objectif, ce sera quasiment toujours un très bon objectif. Chez Sigma et Tamron, la plupart des objectifs qui sortent sont excellents, notamment quand ils ont un prix très élevé. Quand ça ressemble à une super affaire, en général, c'est parce qu'il y a un niveau de qualité un petit peu moindre, mais ils vont toujours chercher à innover. Là, par exemple, je pense en particulier aux super zooms qui sont vendus pour l'animalier, les 150-600. Je crois qu'il y en a un chez Sigma, il y en a un chez Tamron. Ils ont une qualité optique qui n'est pas équivalente à celle que vous aurez chez Canon, par exemple sur un 100-400 ou sur un 400 mm focal fixe. C'est vraiment une optique qui n'est pas du tout dans le même type de qualité. Par contre, comme on a un 600 mm, si jamais on veut viser un objet très très loin, et puis on a un niveau de zoom qui est quand même assez incroyable avec ces bêtes-là, on va se retrouver à avoir finalement une photo plus piquée que si on avait pris une photo à 400 mm et qu'on avait dû la recadrer. Donc c'est quand même des objectifs qui ont un intérêt particulier, et donc leur qualité optique, pas forcément extraordinaire, est compensée par la plage focale qu'ils proposent. Bref, donc c'était pour savoir ce que je pensais des objectifs Tamron, Sigma. Voilà, vraiment aujourd'hui, il n'y a plus aucun frein à acheter ce type d'objectif, c'est que du bonheur. Notamment, il y a toujours le Sigma 18-35 qui ouvre à f1.8, c'est toujours le seul zoom du marché qui ouvre à f1.8, et qui fait toujours de l'œil, mais bon, on verra bien, la décision n'est pas encore prise. Donc, question, est-ce que j'achèterai un objectif prochainement? Je me tâte pas mal pour un objectif macro, pour tout vous dire, parce que la macro, bon, j'en fais un petit peu avec ma bague d'inversion et tout ça. Peut-être qu'un jour j'achèterai un flash aussi, un de ces quatre, ça commence à m'intéresser, je joue beaucoup avec le flash intégré, il y a déjà pas mal de choses à faire avec, je ferai peut-être un tuto là-dessus d'ailleurs, mais peut-être qu'un jour j'achèterai un flash, et à ce moment-là peut-être un objectif macro, notamment parce que depuis qu'on habite dans ce coin-là près de la forêt, quand on va se balader dans la forêt 2-3 fois par semaine, et chaque fois il y a des petites bêtes sur des feuilles, des fleurs, des machins que j'ai envie de photographier, et ce serait quand même pratique d'avoir un objectif macro dédié. Au départ, je voulais pas acheter un objectif macro parce que je voulais pas le trimballer avec moi dans toutes mes randos, mais là je fais beaucoup de sorties photos qui sont pas des randos, donc je pourrais très bien dire j'emmène juste mon objectif macro, et puis voilà. Donc peut-être bien, on va voir. À ce moment-là, je pense que le Tamron 90 mm stabilisé pourrait vraiment être une bonne option. Est-ce que tu utilises des filtres? Si oui, lesquels? Quels sont les conseils? Des filtres, pardon. Oui, j'utilise des filtres notamment parce que je fais beaucoup de photos de paysage, et en photo de paysage, on utilise souvent des filtres. Le premier, c'est le filtre polarisant que j'utilise très très souvent. Donc dans quelles conditions? J'utilise surtout quand il y a un ciel avec des nuages, comme ça on renforce le bleu du ciel et on va faire ressortir un peu les nuages. C'est vraiment un filtre qui est très très chouette. On dit souvent qu'il augmente les contrastes et qu'il booste les couleurs. Sur la photo, c'est le résultat que ça donne, mais ça va pas vous donner le même résultat que si vous alliez dans Lightroom et que vous augmentiez les contrastes et boostez les couleurs. Je vais essayer de m'expliquer, mais en fait la seule chose que fait un filtre polarisant, c'est qu'il va polariser la lumière, c'est-à-dire qu'il ne va prendre que les rayons lumineux qui viennent d'en face, ou dans un spectre plus ou moins large.
plutôt que de prendre les rayons qui viennent de partout. Et ça va avoir plusieurs conséquences. C'est que déjà, vous allez retirer ça va enlever les reflets que vous allez avoir sur l'eau, sur les vitres, sur les éléments métalliques et tout ça. Mais des reflets, il y en a un petit peu partout dans la nature, et c'est là-dessus que ça va jouer en fait. C'est-à-dire que par exemple dans l'air, vous avez des petites particules qui vont refléter de la lumière du soleil et qui vont vous la renvoyer vers l'objectif. Alors vous ne voyez pas des petits points lumineux, mais au final, toutes ces particules vont créer une espèce de brume, de voile, que le filtre polarisant va couper parce que tous ces mini-reflets ne vont pas arriver dans l'objectif. Donc ça, c'est une des conséquences, c'est que ça va permettre de diminuer le voile qu'on voit sur nos photos. Et par rapport aux couleurs, par exemple si on prend l'exemple d'un arbre avec des feuilles qui bougent, ou bien de l'herbe, sur un brin d'herbe par exemple, ou sur une feuille, vous allez avoir des parties qui sont beaucoup plus réfléchissantes que d'autres. Et donc ça va se voir sur votre photo. Vous allez voir justement que votre feuille, elle va avoir une partie vert foncé, une partie vert clair, une partie quasiment blanche. Et avec ce polarisant, on va retirer tous les reflets, et donc la feuille aura un beau vert uniforme, ce qui fait qu'au final, ça va booster les couleurs, en quelque sorte, mais ça va pas juste booster le vert là où il n'y avait pas de reflet, ça va rendre la vraie couleur à votre feuille. Et donc c'est un petit peu là-dessus que ça agit, et c'est pour ça qu'on dit souvent que le filtre polarisant, c'est un des seuls filtres dont on ne peut pas reproduire l'effet ensuite en post-production. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que les filtres ND, c'est aussi un petit peu vrai. Donc voilà, celui-là j'utilise vraiment beaucoup, le filtre polarisant. Et ensuite j'utilise aussi un filtre ND1000. La question du choix entre le ND400 et le ND1000 se pose. ND1000 c'est surtout pour faire des filets de nuages. Justement la photo que vous avez là derrière, c'est pris avec un ND1000. Ça va vous permettre de faire des pauses en plein jour de l'ordre de 30 secondes, parfois une minute. Et donc vous allez avoir le temps de laisser filer les nuages. Et ça permet aussi de bien lisser l'eau d'une rivière par exemple. Par contre, ça va être un petit peu trop fort si vous voulez faire des photos de cascade, où là on va essayer de privilégier des pauses de 1 seconde ou 2 secondes. Là ça va être un petit peu trop fort, donc il faudra jouer un petit peu, peut-être augmenter les ISO et tout ça. Mais avec juste un filtre ND1000, ça me convient bien pour l'instant. Et tous les autres, je les utilise pas. Les filtres ND gradués, je trouve ça un petit peu compliqué à utiliser, parce qu'il faut visser tout un système, ensuite venir glisser les filtres, ensuite il faut les renlever à chaque fois, il faut les ranger. Donc c'est assez compliqué. Et en plus, ça marche vraiment bien que quand on a un horizon droit. Et sur les 3/4 des photos, on a toujours des trucs qui dépassent de l'horizon, un bâtiment, une montagne, quelque chose comme ça. Donc voilà, je préfère largement faire mes retouches après coup dans le logiciel de traitement. Alors, futur achat de matos, on en a parlé aussi. Qu'est-ce que tu aimerais savoir faire en photo? Des photos dans la forêt. J'ai toujours beaucoup de mal avec les photos de forêt. Il y a énormément d'éléments, d'arbres, des choses comme ça. Et je fais beaucoup de photos dans la forêt, des vues d'ensemble en fait, pas des petits détails. Et j'ai toujours beaucoup de mal à sortir des trucs sympas dans la forêt. Donc voilà, si tu as des idées, n'hésite pas. Des photographes qui t'inspirent, à quand un moyen de partager nos photos à la communauté, à quand un concours. Partager les photos à la communauté, ça va commencer à être possible, parce que j'ai enfin décidé de passer le pas et de partir sur 500px et sur Flickr. Donc ça y est, j'ai ouvert un compte sur ces deux sites-là, je suis en train de les configurer et tout ça. Et peut-être que dans l'avenir, on essaiera de créer un petit groupe là-dessus, une communauté, pour échanger nos photos, discuter. Parce que c'est vrai que sur la page Facebook, certains partagent les photos, mais ça se met à gauche dans une petite colonne, il n'y a pas grand monde qui va les voir, donc bon, c'est pas forcément terrible. Donc on va essayer de faire un truc un peu plus communautaire probablement sur Flickr, je pense que c'est plus pratique, il y a plus de monde dessus. Les concours, je sais pas trop honnêtement, parce que c'est compliqué, parce que quand on fait un concours, soit on demande le vote du public, mais si on demande le vote du public, c'est un peu à celui qui a le plus d'amis qui va gagner, c'est pas forcément la meilleure photo. Et l'autre solution, c'est que ce soit moi qui sois juge, et honnêtement, je me sens pas capable de juger et de dire qu'une photo est meilleure qu'une autre, ou enfin voilà. Donc si on faisait des concours, ce serait juste un truc lancé comme ça, et avec un thème pour que chacun sorte et fasse une photo, et que à la limite on voit ensuite le travail de chacun, mais il n'y aurait pas vraiment de gagnant, il n'y aurait pas vraiment de récompense, ce ne serait pas vraiment des concours quoi. Mais pourquoi pas, peut-être justement sur ces groupes en question on pourrait faire ce genre de choses. Des photographes qui t'inspirent, on en parlera un petit peu vers la fin. Non, en fait on en parle tout de suite, des histoires d'inspiration. Je manque souvent d'inspiration, trouves-tu la tienne? Donc, alors les histoires d'inspiration, comment dire, il y a plusieurs moyens de voir la chose. On peut être inspiré par le travail des autres, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui vont aller sur internet et voir des centaines et des milliers de photos par jour,
et ensuite vont se dire ça c'est chouette, ça je vais essayer de le refaire, etc. Et c'est vraiment un bon moyen de découvrir ce qu'on aime dans la photo, et c'est un bon moyen aussi d'essayer de décortiquer un petit peu une photo qu'on aime vraiment beaucoup, pour essayer de déterminer techniquement comment on peut la reproduire, surtout quand on a les données EXIF par exemple sur Flickr ou sur 500px. Donc ça peut être une bonne technique. Maintenant, je pense que quand on est trop là-dedans, et quand on suit trop de photos, et qu'on suit un petit peu voilà, plein de gens et toutes les dernières modes, ben on finit par être influencé par ces modes, et à vouloir faire un petit peu les mêmes photos que les autres. Et quelque part, j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas avoir le temps de faire ça. Donc vous avez peut-être remarqué d'ailleurs, ceux qui commencent à me suivre sur Flickr, etc., ou même sur Facebook, je ne suis pas vos pages, parce que j'ai pas le temps d'aller voir des dizaines et des dizaines de pages, de pages Facebook ou de comptes Flickr avec des photos. Donc en général, quand vous m'envoyez votre lien, j'y vais, je vais jeter un œil à vos photos, je vous donne un petit peu mon avis vite fait et tout ça, mais je peux pas ensuite suivre des centaines et des centaines de pages, parce que j'ai tout simplement pas le temps. Et je ne suis d'ailleurs même aucun photographe professionnel sur ces sites-là, en tout cas pas encore. Et quelque part, j'aime bien cette chose-là. C'est une contrainte, c'est-à-dire que je fais pas exprès. J'aimerais bien suivre des gens et tout. Mais comme je suis un petit peu obligé, parce que j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de tout ça, du coup, je me rends compte que je suis obligé moi-même de trouver mes idées de photos et de créer mon propre style, entre guillemets. Et j'ai l'impression d'être moins influencé par les modes que si j'allais voir plein de photos partout. Donc je peux pas te donner d'inspiration de photographe, parce que des photographes, honnêtement, je connais pas leur nom, je sais pas vraiment ce qu'ils font. Je connais des noms de vieux photographes parce que je vois des vidéos où on fait souvent référence à eux, des Ansel Adams, Henri Cartier-Bresson et compagnie, mais c'est pas des références pour moi. C'est juste des gens qui ont fait des choses extraordinaires à leur époque, mais je peux pas dire que leur travail m'inspire. Ben voilà, désolé, je fais mes petites photos comme ça me fait plaisir et comme je les aime, et voilà, c'est un petit peu ça ma démarche en fait, si tu veux. Et du coup, bah, je pense que de temps en temps, j'arrive à avoir des. Je pense que ça aide le processus créatif en fait, de pas être trop influencé par ailleurs. Voilà. Du coup, où je trouve mon inspiration, bah, souvent c'est des choses que je trouve jolies ou que j'aime bien ou qui me provoquent une émotion. Bah, j'essaie de la prendre en photo, j'essaie de reproduire ce même genre d'émotion. Donc, comme c'est de la photographie de paysage essentiellement, voilà, c'est pas très compliqué. Dès que je vois un paysage qui est beau, dès que je vois un endroit où j'ai envie de me planter là pendant une demi-heure, bah, je me plante là pendant une demi-heure je contemple, et puis le reste du temps je fais des photos pour essayer de vous montrer un petit peu faire partager un peu ce sentiment que j'ai à ce moment-là. Penses-tu faire des tutos traitement photo astroplanétaire ciel profond? J'aimerais bien, mais ça c'est pareil, c'est comme la vidéo, pour l'instant j'ai pas le temps de m'y remettre, ça m'énerve parce que j'aimerais vraiment beaucoup. On a un télescope qui est au garage, ce serait bien qu'on le sorte un peu plus souvent pour faire des photos, mais ça prend énormément de temps de faire de l'astrophoto, donc peut-être que j'en ferai un jour. Pour l'instant, Arnaud Thierry fait des excellentes vidéos sur le sujet, donc allez dans sa direction pour tout ce qui est astrophoto. Pour l'instant, le jour où j'en ferai, je tiendrai au courant. Et puis, effet d'optique, effet sympa, genre, bon, là, on n'a pas le temps d'aller voir ça. À quand des photos avec des modèles humains? Bah écoute, on va voir. Peut-être prochainement, mais je vous en dis pas plus. Voilà, mais ce sera pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup prendre des photos des gens, à part des gens de ma famille. Des gens de ma famille, évidemment, je les mets pas sur internet, je vous montre pas leurs photos, voilà. Donc des modèles humains, je vais pas aller payer un modèle professionnel pour essayer de faire un tuto et tout, c'est pas. Voilà. Déjà ça va me coûter cher. En plus, je sais pas comment diriger un modèle, c'est vraiment pas du tout mon domaine, quoi. Il y a d'autres photographes, notamment sur YouTube, qui font ça très très bien, beaucoup mieux que moi. Donc je sais pas si on va faire ça. Après, c'est vrai que pour des tutos un peu comme les tutos sur la profondeur de champ, enfin sur faire ressortir un sujet par rapport à l'arrière-plan, c'est vrai que ce serait plus sympa d'avoir un vrai humain que d'avoir un ballon de foot orange. Donc ça, je te l'accorde, et là on pourra peut-être essayer de trouver une solution. La macro, t'aimes bien ou pas? Bah voilà, ce que je t'ai dit tout à l'heure, je commence à bien aimer, je commence vraiment à m'y intéresser, donc peut-être qu'un de ces quatre, je craquerai pour un objectif macro. Que privilégies-tu d'abord dans une photo bien faite, la technique ou l'aspect artistique? On va finir sur cette question-là avant de passer au speed question-réponse. C'est une excellente question, et je pense que la réponse n'est pas super évidente. Quand vous allez regarder beaucoup de vidéos de professionnels qui sont dans la photo depuis 20 ans, ils vont tous vous dire que ce qui compte, c'est l'aspect créatif, que la technique, c'est pas important. Ce qui compte, c'est vraiment de sortir des sentiers battus, de créer quelque chose, de raconter une histoire, etc. J'ai envie de dire oui, mais
Le plus important pour moi quand on débute, c'est d'apprendre la technique. Parce que quand on n'a pas la technique et qu'on a une idée d'une photo qu'on veut faire, mais que la technique ne nous permet pas d'y arriver, on va être super frustré. Donc quand on a la créativité dès le départ, mais qu'on n'a pas la technique, on va se frustrer, on va se dire j'y arrive pas, ça marche pas, etc. J'arrive pas à avoir je vois ça dans ma tête et ma photo ne donne pas du tout la même chose. Enfin bon, voilà. Et donc, je vais essayer de parler peut-être un petit peu pour moi. Après, je sais que les gens fonctionnent un petit peu différemment. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé la technique depuis le début. Déjà, c'est un truc qui me plaît, je trouve ça vraiment sympa. Et, et en fait, maintenant que la technique, je commence à la maîtriser vraiment bien, je pense, je commence à penser un peu créatif et tout ça. C'est aussi pour ça que dans la plupart de mes vidéos, je parle beaucoup de technique et très peu de créativité, parce que déjà la créativité, je me sens pas moi la légitimité de vous parler de choses créatives, parce que je commence tout juste à essayer d'être un peu créatif sur les photos. Et c'est surtout que la technique, c'est très facile à expliquer, parce que c'est des termes simples, c'est des A plus B égale C, c'est des équations, des trucs, des astuces, la règle des tiers, c'est voilà, des choses très simples à expliquer. Le processus créatif, c'est extrêmement compliqué. Alors, je pense que le meilleur moyen pour transmettre quelque chose par ce biais-là, c'est par le biais des photos, et de montrer des photos et d'en parler ensuite. Mais je pense pas qu'on puisse vraiment faire un cours pour expliquer comment devenir créatif ou avoir un meilleur sens artistique, etc. Donc c'est pour ça que j'essaie le plus possible, moi, d'analyser des photos qui me plaisent, ou qui plaisent à la plupart des gens, et d'en déduire des espèces de règles qu'on peut appliquer. Et après, comme toujours, et comme tout le monde le répète à chaque fois évidemment, une fois que les règles, vous les maîtrisez bien, c'est à ce moment-là que vous commencez à piger quand est-ce qu'il faut les appliquer, et quand est-ce que finalement ça peut être pas mal de passer outre. Mais tous les gens qui vont vous dire ouais, bah les règles c'est super, mais il faut savoir les contourner, c'est pas la première étape. La première étape, c'est de bien les maîtriser. Donc moi par exemple, pendant un an, je n'ai fait que des photos qui respectaient la règle des tiers, la première année, tout le temps. Maintenant c'est devenu un automatisme, et quand je fais la règle des tiers, enfin déjà je le fais automatiquement, et quand je la fais dans mon viseur, et que je vois que ça colle pas tout à fait, que j'aimerais faire des choses un peu différemment, bah, je me permets de le faire maintenant. Mais au début j'ai commencé par ça. Pareil pour la règle de l'espace, où il faut laisser de l'espace vers le regard, enfin tout ce genre de choses. On applique la règle tout le temps, et au bout d'un moment ça finit par rentrer, et on finit par vraiment sentir quand ça passe et quand ça passe pas, et quand on peut contourner la règle. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que la technique c'est primordial au début, mais c'est super important, et il faut apprendre la technique, et après seulement arrive le côté artistique. Donc voilà, c'est... Je sais pas, moi c'est un petit peu comme... je sais pas si je peux trouver une analogie, mais... non, on n'aura pas trouvé d'analogie cette fois-ci, ce sera bien. Allez, on passe tout de suite au speed question-réponse. Penses-tu faire un jour un vlog durant tes voyages? Oui, très bonne idée. Vraiment, arrête la photo, tu fais rire tout le monde, gros blaireau. Alors, gros blaireau, je veux bien, y a pas de problème. Arrêter la photo, c'est pas possible, je m'éclate trop dans la photo. Donc pour ça, je suis vraiment désolé. Mais gros blaireau, ça me dérange pas. Quel est ton numéro de carte bancaire, le cryptogramme et la date d'expiration? Le numéro de carte bancaire, c'est le 2, le cryptogramme, c'est le 1459, et la date d'expiration, c'est le 12 juillet 1422. Et plutôt choucroute ou cassoulet. Alors s'il y a du Riesling, ce sera choucroute, ça c'est sûr, et sinon dans tous les autres cas, cassoulet. Prévois-tu d'organiser des rencontres photos? Oui, j'en ai déjà fait une à Vimy, il n'y a pas longtemps, et puis on va en refaire d'autres, il n'y a pas de problème. Avant les Pays-Bas, où étais-tu? Aux États-Unis. Avant les Pays-Bas, j'habitais à Los Angeles pendant 3 ans. C'était génial. On a vu des paysages de fou, les grands parcs de l'Ouest américain. C'était une vie vraiment tip-top. Alors, on est aussi très bien ici. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas aux États-Unis, qu'on retrouve en France. La gastronomie, la culture, l'histoire, enfin toutes ces choses-là. Mais c'était quand même cool de vivre à Los Angeles. Passeras-tu un jour dans le sud de la France? Oui, certainement. Je sais pas quand, par contre. Peut-on réaliser un court-métrage de qualité pro avec un seul réflexe en APS-C tel que le EOS 600D, Magic Lantern installé? Oui, carrément, tout à fait, on peut faire ça. Ça demande un petit peu de technique. Je t'invite à aller sur la chaîne Au Petit Vidéaste. Il n'y a pas encore énormément de vidéos, mais je partage quelques astuces pour augmenter un petit peu la qualité des vidéos qu'on peut faire avec un réflexe. Ton style de photo préféré? Paysage. Parmi toutes les photos que tu as faites, peux-tu nous montrer ta préférée? Oui, c'est celle-là. Quel est ton objectif préféré ainsi que ton style de photo favori? Tokina 11-16 mm, style de photo favori paysage. Chauffage au gaz ou électrique? Au gaz.
Qu'est-ce que Magic Lantern en quelques lignes? Quelques lignes, on va essayer de faire très rapide. Magic Lantern, c'est un petit software qu'on installe sur les appareils photo Canon et qui permettent en gros d'accéder à tout un tas d'options que Canon n'a pas voulu implémenter dans ses boîtiers. Et c'est notamment des options qui sont très pratiques pour faire de la vidéo avec un réflexe. Savagnin ou Chardonnay? Savagnin, ça me plaît bien, mais il y a des sacrés Chardonnays, notamment en Bourgogne, pas loin d'ici, là. Donc difficile de choisir entre les deux. Saucisse de Morteau nature ou au chou? J'ai pas goûté au chou encore, mais ça doit être très très bon, donc je vais dire nature. Là, je vais vous passer un petit peu l'ensemble du commentaire, mais pourquoi t'es venu t'installer en Franche-Comté? Allô, quoi? Bah, tout simplement parce que j'ai suivi ma femme qui a eu un poste ici, et on est vraiment super content parce que la région est magnifique. On s'éclate. J'ai un bridge, est-ce que je peux suivre tes tutos? Carrément, pas de problème, avec un bridge, avec un téléphone portable, avec un appareil photo Barbie si tu veux, ça marche. Prépares-tu un passage dans l'ouest en Vendée? Non, mais ça peut venir très très vite, ça peut venir sur un coup de tête ou d'un seul coup, 10 jours après, hop, on part en Vendée. Voilà, donc si je prépare un truc, je vous préviens. Un tuto en préparation sur les trépieds, non plus, il y a des centaines de trépieds disponibles, c'est très compliqué de choisir. C'est comme le sac photo, c'est vraiment un des trucs les plus compliqués à choisir, et notamment j'en cherche un en ce moment qui serait parfait pour moi et j'ai pas encore trouvé. Côté perso macho père, de quel matos que tu rêves un moment? Ça j'ai déjà répondu dans la première partie. As-tu déjà fait un tuto sur l'hyperfocale? Oui, mais je l'ai pas appelé comme ça, j'aurais peut-être dû l'appeler comme ça, mais ça s'appelle comment optimiser la netteté et la profondeur de champ, je te mets un lien juste ici. Photo de studio, est-ce que ça t'intéresse? Ça m'intéresse pour le côté technique, c'est-à-dire gérer les paramètres, les réglages, et notamment tout le côté photographie au flash. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes à apprendre. Après, c'est pas vraiment une passion pour moi de prendre en photo des gens avec des poses, de faire des photos posées, tout, c'est pas du tout mon truc. Et encore moins l'idée de passer ensuite des heures sur Photoshop pour retoucher le visage de quelqu'un. C'est pas du tout mon truc. Des nouvelles de Magic Lantern sur le 70D. Oui, il y a la version bêta qui est sortie, tu peux déjà l'installer, à tes risques et périls évidemment, a priori il n'y a pas de souci. Donc je t'invite à aller sur le forum 70D sur le site de Magic Lantern. Penses-tu organiser des petits concours photos? J'ai déjà répondu. Quelle est ta phobie? La phobie, c'est j'ai horreur de voir En fait, si ma phobie c'est de me retourner un ongle complètement. Ça me fait dark. Voilà, bref, c'est ça. Là, pareil, je vais vous passer un petit peu l'essentiel. Ta première question, je sais pas trop pourquoi, je peux pas répondre. Pourquoi les Japonais affichent leurs tarifs sur leur site et pas les Français? Les Français, ils ont un truc avec l'argent, je sais pas trop quoi, mais honnêtement, pour être allé aux États-Unis, aux Pays-Bas et avoir voyagé dans d'autres pays, l'argent pose de problème nulle part. On en parle ouvertement, mais en France, quand on dit argent, ça pose tout de suite, voilà. Donc je sais pas pourquoi. Je pense que moi personnellement que c'est mieux d'afficher ses tarifs sur son site internet parce que comme ça c'est clair tout de suite et on casse une barrière. C'est-à-dire que de toute façon, si on est trop cher pour la personne, si on le dit au téléphone, ça va pas changer. On va pas mieux convaincre la personne. Si la personne a un budget de 500 € pour son mariage et qu'on lui dit que c'est 3000 € pour le mariage, c'est pas parce qu'on l'a au téléphone que ça va changer quelque chose. Donc autant mettre tout de suite sur le site internet, c'est 3000 € ou on met entre 3000 et 5000 selon le type de prestation, si c'est un prix variable, parce que ça peut toujours être ça. Mais au moins on met une fourchette et comme ça donne une idée aux gens. Si quelqu'un te payait pour faire des photos, y a-t-il un genre de photo que tu rêverais de faire? Bah oui, photos de paysage, de nature, ça forcément j'adorerais. Quel genre de photo tu détesterais faire? C'est pas que je détesterais, mais je pense que c'est un des types de photos les plus exigeants. C'est la photo de mariage, parce que c'est vraiment très très difficile, je pense. Parce que ça demande énormément de compétences différentes, parce que entre la photo de groupe, les photos en intérieur, les photos en extérieur, les photos dans l'église où on n'a pas le droit d'avoir le flash, les photos de soirée où il y a des lumières laser, les photos de détail, les photos de genre, on a mille et un types de photos différents, avec plein de contextes différents, donc il faut plein de matos. Il faut savoir gérer aussi toutes les situations, il faut vraiment être un photographe très complet. En plus de ça, on bosse les samedis et les dimanches, on bosse l'été, enfin voilà, donc on n'a pas ses week-ends, on n'a pas ses grandes vacances, enfin, c'est vraiment... Et l'hiver, on a rien à faire, quoi. Donc c'est vraiment un type de métier qui, je pense, est assez exigeant. Et en plus, faut aimer le contact avec les gens, faut être à l'aise, etc. Et voilà, donc c'est vraiment un type de photographie très compliqué et qui, en plus, moi, personnellement, m'attire pas particulièrement. Quelques astuces sur les panoramas. Oui, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et l'objectif de tes rêves, en ce moment, le Sigma 1835 f1.8. Je veux acquérir un nouvel objectif, voire deux.
pour toutes les situations. Alors c'est un petit peu difficile de répondre à ça pour toutes les situations, mais en gros, ce que je te conseillerais, c'est de ne pas prendre un seul objectif qui va faire 16-300 par exemple, qui va faire toutes les situations, mais d'en prendre 2 ou 3. Donc je vois que tu as déjà le 18-55, je te conseillerais de prendre un ultra grand angle pour les paysages, parce que je vois que tu es intéressé dans le paysage. Donc par exemple un Tokina par exemple, le 11-16 qui est forcément très très bien, ou le 11-20 qui va sortir. Et puis de prendre un zoom, un téléobjectif, parce que quand on a un téléobjectif, on peut prendre vraiment des photos très très chouettes, autant pour du portrait que pour des photos de détail qui sont assez loin. Donc essayez de trouver un téléobjectif pas cher chez Nikon, un ultra grand angle pas cher, ça n'existe pas en dehors de chez Canon, donc part sur un bon, à ce moment-là, prends le Tokina. Pour le Canon EOS 1100D, quel microphone on peut utiliser? On peut pas, il n'y a pas de prise micro, donc le seul moyen c'est d'utiliser un enregistreur externe. Vu la montée en puissance des drones, penses-tu t'en offrir un pour faire quelques photos aériennes? J'adorerais, ça fait partie de ces 1001 choses, 1001 gadgets que j'aimerais bien m'offrir, mais je pense pas sérieusement faire des choses très 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 professionnelles avec pour l'instant en tout cas. Si je l'utilisais, ce serait plus pour faire de la vidéo, mais j'ai encore énormément de progrès à faire en vidéo avant d'avoir besoin d'un accessoire supplémentaire. Donc pour l'instant, je pense pas en acheter, mais l'un d'entre vous qui était venu à Vimy est venu avec son drone et c'est vraiment mortel à voir, enfin, c'est génial, quoi. T'as les yeux qui s'ouvrent comme ça. On est tous des gamins en fait devant un drone. Penses-tu faire un tuto complet sur la photo de paysage? C'est une super proposition. C'est pas encore prévu dans les bacs, mais je pense que je ferai ça un jour. Probablement pas en une seule vidéo, mais une série de vidéos totalement sur la photo de paysage. Ça pourrait être vraiment une très bonne idée. Quel matos de base conseillerais-tu à un débutant en photo? Un réflexe aujourd'hui, parce que en général quand on est débutant on n'a pas des milliers d'euros à mettre dedans, et un réflexe c'est ce qui reste le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Les hybrides sont pas forcément très intéressants parce que déjà les boîtiers coûtent assez cher et les optiques coûtent très cher derrière. Donc pour l'instant je te dirais plutôt un réflexe entrée de gamme, chez Canon, chez Nikon a priori, parce qu'il y a plus d'objectifs disponibles. Et avec ça, tu as de quoi faire. Et ensuite, tu pourras acheter des objectifs et des trucs, des filtres et tout, des accessoires au fur et à mesure. Mais déjà, avec un réflexe d'entrée de base, un D3200 chez Nikon ou un 1200D chez Canon, tu as déjà tout ce qu'il faut pour apprendre. C'est plus trop du speed que questions-réponses, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. J'adore l'endroit où tu habites, j'aimerais habiter un lieu comme ça. Où est-ce que c'est? En France, c'est Franche-Comté. J'aimerais un petit tuto pour expliquer comment avoir un viseur sans aucune poussière. Moi aussi j'aimerais bien parce que j'ai toujours plein de saleté dedans, comme toi. Un tuto sur les modes de mesure, c'est une bonne idée. Pour l'instant pas prévu parce que moi n'utilisais que mode de mesure évaluative, mais peut-être un jour pour explorer ce serait intéressant. Pourquoi Canon et pas Nikon? Tout simplement parce que Sony est meilleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à vous tous les 10 000 abonnés, à vous tous les 2000 et quelques sur la page Facebook. C'est vraiment une chouette aventure qu'on vit ensemble. Et je suis très content de partager tout ça avec vous. Vivement les prochaines rencontres, vivement les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.